Dans un monde où les riches sont intouchables et où la vérité n'a pas de prix, la vie d'une femme a été détruite par un seul mensonge. Mais lorsqu'un garçon de 7 ans s'est levé dans la salle d'audience et a révélé ce qu'il avait vu, tout a changé. Restez avec nous car cette histoire vous emmènera de la trahison à la rédemption, et prouvera que parfois, la plus petite voix peut dévoiler la plus grande vérité. Au cœur scintillant de Paris, où des demeures de marbre bordent les quais et où les riches vivent derrière de hauts murs, la vie entière d'une femme allait être détruite par un seul mensonge et sauvée par le courage d'un enfant. Avant de continuer, dites-nous de quel pays vous nous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pendant près de 15 ans, Claire Moreau avait travaillé dans le grand domaine de la famille Delcourt à Passy, Paris. Chaque matin avant le lever du soleil, elle ouvrait les hautes fenêtres, dépoussiérait les meubles anciens et faisait briller l'argenterie avant que la famille ne se réveille. Ses mains étaient rugueuses, ses vêtements simples, mais son cœur était pur. Elle n'était pas seulement une employée de maison, elle était le souffle silencieux de la maison. La famille Delcourt était l'une des dynasties les plus riches de France. Antoine Delcourt, un homme d'affaires stoïque d'une quarantaine d'années, avait hérité de l'empire de son père après la mort soudaine de sa femme. Depuis, il vivait dans l'ombre de sa mère puissante, Madeleine Delcourt, une femme connue dans toute l'élite parisienne pour son élégance, sa discipline et son contrôle de fer. Pour Madeleine, les domestiques étaient invisibles. Était Claire, malgré des années de loyauté, n'était qu'un grain de poussière dans son monde parfait. Le seul qui voyait Claire telle qu'elle était vraiment gentille, patiente, aimante était Ethan Delcourt, le fils de 7 ans d'Antoine. Depuis la perte de sa mère, Ethan s'était attaché à Claire comme à une seconde maman. Elle lui lisait des histoires avant de dormir, préparait ses déjeuners d'école et embrassait son front lorsqu'un cauchemar le réveillait. Leur lien était pur, et pour Madeleine, il était dangereux. Un matin gris, l'héritage le plus précieux de la famille, un collier de saphir transmis de génération en génération disparut de son écrin de velours. Et la panique se répandit dans le manoir. Avant même qu'on ne puisse chercher, Madeleine posa son regard froid sur Claire. « C'était toi, dit-elle calmement. Tu es la seule étrangère ici. » Claire se figea. « Madame Delcourt, je vous jure, je n'ai jamais rien pris de ma vie. » Mais la parole de Madeleine pesait de tout son poids. Antoine, déchiré entre la logique et la loyauté, hésita, et dans cette hésitation, Madeleine planta son poison. « Elle est désespérée, Antoine, » murmura Madeleine. « Les femmes pauvres comme elles le sont toujours. » En quelques heures, la police arriva. Les voisins regardaient Claire être escortée en larmes. Les journalistes prenaient des photos. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, la femme de ménage vole un bijou de la famille Delcourt. À la tombée de la nuit, la réputation de Claire était détruite. Au commissariat de Montreuil, Claire était assise en tremblant tandis que les officiers l'interrogeaient. Elle n'avait ni avocat, ni famille, ni personne à appeler. Ils la relâchèrent jusqu'au procès, mais le mal était fait. Les murmures la suivaient partout. Des gens qu'elle connaissait depuis des années évitaient son regard. Même la boulangerie ne lui servait plus avec le sourire. Chez elle, un petit appartement à Montreuil, Claire pleura jusqu'à avoir mal à la poitrine. Pas pour la perte de son emploi, mais pour Ethan. Son rire lui manquait, sa confiance, les petits dessins qu'il faisait pour elle. Puis, un soir, on frappa doucement à la porte. Quand Claire ouvrit, c'était Ethan, serrant une feuille de papier froissé. Il s'était échappé du manoir. Des larmes coulaient sur ses joues lorsqu'il la serra fort. « Je ne les crois pas, » murmura-t-il. « Tu n'as rien volé. » Il lui montra le dessin, eux deux se tenant la main sous le soleil. Ce petit geste, cette fois pur, ralluma la volonté de Claire de se battre. Quelques jours plus tard, Claire reçut sa convocation au tribunal. Elle devait comparaître devant la juge Hélène Brissot au palais de justice de Paris. Son avocat commis d'office, Damien Prieur, traita son dossier comme un désagrément. « Vous n'avez aucun témoin, dit-il sèchement. Sans preuve, nous ne pouvons pas faire grand-chose. » Pendant ce temps, Madeleine engageait Richard Ménard, l'avocat le plus redouté de la ville, connu pour ne jamais perdre un procès impliquant l'élite française. Elle orchestra une campagne médiatique présentant Claire comme une voleuse ingrate qui avait trahi ses employeurs. Les journaux titraient. Les chaînes de télévision débattaient de sa culpabilité. Même Antoine resta silencieux, caché derrière l'ombre de sa mère. Mais les classes populaires de Paris murmuraient une autre histoire, celle d'une femme écrasée par le pouvoir. La salle d'audience débordait de journalistes. Claire était assise seule, serrant un petit sac contenant quelques anciennes lettres de recommandation. Elle portait son uniforme de domestique, les seuls vêtements, formels, qu'elle possédait. Le procureur se tenait droit, son ton tranchant et théâtral, marchant devant le jury comme s'il jouait pour les caméras. Et elle parlait de Claire Moreau non pas comme d'une femme, mais comme d'un symbole de trahison, une opportuniste rusée, qui aurait gagné la confiance de la famille pour mieux la voler lorsque personne ne regardait. Il brossait des images saisissantes pour la cour,
elle marchait dans ces couloirs chaque jour, touchait leurs trésors, connaissait leurs habitudes, qui mieux qu'elle pour commettre le vol parfait. Chaque phrase frappait Claire comme une gifle, tordant la vérité qu'elle avait vécue pendant des années en quelque chose d'irréconnaissable. Puis vinrent les témoins des femmes de ménage, chauffeurs, jardiniers, des gens avec qui Claire avait travaillé pendant des années. Mais maintenant, leurs yeux se tournaient nerveusement vers Madeleine Delcourt, assise au premier rang comme une reine sur son trône. Chaque témoin répétait les mêmes mots prudents, oui, elle traînait souvent près du bureau. Elle semblait distraite cette semaine-là. Je l'ai déjà vue regarder l'armoire à bijoux. Des mensonges nés de la peur. Et la peur de perdre leur travail, leur logement, leur stabilité. Chaque mot creusait plus profondément, sculptant de nouvelles blessures dans le cœur de Claire. Ses mains tremblaient sous la table, ses yeux brillaient mais elle refusa de pleurer. Madeleine, elle, restait parfaitement immobile, son collier de perles scintillant sous les lumières du tribunal. À côté d'elle, Antoine Delcourt, pâle et nerveux. Sa mâchoire serrée, son regard fixé au sol. Et la culpabilité pesait sur sa poitrine comme une pierre, pourtant il restait immobile. Au fond de la salle, Ethan s'agitait sur son siège, sa nounou Carla Nouvelle tentant de le garder silencieux. Quand vint son tour, Claire se leva et parla doucement mais fermement. Je n'ai rien d'autre que mon honnêteté. J'ai servi votre famille avec amour. J'ai pris soin de votre enfant comme du mien. Je n'ai jamais touché à ce bijou. Sa voix tremblait mais sa vérité résonna dans la salle de marbre. Pourtant, personne ne semblait s'en soucier. Ce soir-là, alors que Claire était assise dans son petit appartement, on frappa à nouveau à la porte. Une jeune femme se tenait dehors, un dossier à la main. Laurence Cartier, une avocate fraîchement diplômée. J'ai lu votre histoire, dit-elle. Et je n'y crois pas. Puis-je vous aider? Laurence examina les dossiers et remarqua immédiatement des incohérences, des horodatages manquants, des notes policières incomplètes, et quelque chose d'étrange. La caméra de sécurité près de la salle des bijoux avait été désactivée exactement à l'heure où le collier avait disparu. Puis, une révélation, une rumeur disant que Madeleine Delcourt avait été vue portant le bijou disparu lors d'un gala de charité au Palais Garnier quelques jours après le prétendu vol. Laurence trouva une photo en ligne, mais le matin venu, elle avait disparu. Pourtant, elle refusa d'abandonner. Le troisième jour du procès, l'inattendu se produisit. Les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Ethan entra en courant. Stop. Je sais qui l'a fait. Les larmes aux yeux, l'enfant se tourna vers la juge. Cette nuit-là, je me suis réveillé pour boire de l'eau. J'ai vu ma grand-mère dans son bureau, elle tenait quelque chose qui brillait. Elle l'a mis dans une boîte en bois et a dit « Claire sera une cible facile ». Des exclamations retentirent dans la salle. La juge ordonna une enquête immédiate. Ce soir-là, Antoine confronta sa mère au domaine de Passy. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. « L'as-tu piégé ?» Le masque de Madeleine se fissura enfin. J'ai fait ce qui était nécessaire. Elle remplaçait ta femme dans le cœur d'Ethan, dans le tien. Antoine fouilla son bureau. Derrière un meuble, il trouva un petit coffre-fort. À l'intérieur se trouvait le collier de saphir disparu. À l'aube, il remit tout aux autorités. Le lendemain matin, les titres changèrent, la femme de ménage Claire Moreau innocente, le bijou retrouvé dans le domaine Delcourt. La juge Brissot acquitta Claire de toutes les charges et ordonna l'ouverture d'une enquête contre Madeleine Delcourt pour parjure, diffamation et obstruction à la justice. Lorsque le verdict fut annoncé, Ethan courut dans les bras de Claire. « Tu es mon cœur, maman » murmura-t-il. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Devant le palais de justice, Antoine s'adressa au journaliste. « Je l'ai laissé tomber » dit-il. « Mon silence a détruit la vie d'une femme innocente. Je passerai le reste de mes jours à réparer cela. » Il annonça ensuite la création de la Fondation Claire Moreau, dédiée à aider les femmes faussement accusées et les travailleurs maltraités. Claire accepta le poste de directrice. Laurence devint l'une des avocates les plus respectées de Paris. Quant à Madeleine Delcourt, elle fit face à un procès et fut condamnée à l'assignation à résidence. Des mois plus tard, dans les petits bureaux de la Fondation donnant sur la Seine, Claire regardait le soleil se coucher derrière l'horizon parisien. Elle se souvenait du tribunal, de la solitude, et de la petite main d'un enfant qui avait tout changé. « La justice, ce n'est pas seulement la punition », murmura-t-elle. « C'est enfin être entendue. » Et Claire Moreau, autrefois une domestique oubliée, se tenait droite, libre et entière. À la fin de l'histoire du jour, permettez-nous de vous poser une question. Si les personnes en qui vous aviez le plus confiance se retournaient contre vous, auriez-vous encore le courage de défendre la vérité, même si vous deviez le faire seul? Veuillez partager vos pensées et vos avis sincères dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire,
Et merci d'avoir suivi Storyteller français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.